OK. Bonjour à tous et à toutes. Cette réunion d'aujourd'hui est portée sur la COP26 qui s'est passée à Glasgow au mois de novembre, en fait. Donc, cette réunion est surtout dans l'optique de faire un petit bilan, un résumé des majeurs événements pendant la COP26. Et donc, je vais rapidement, je vais entrer généralement dans le vif du sujet pour ne pas trop perdre de temps. Et donc, si je commençais par un petit sondage, si je demandais à chacun d'entre vous, par exemple, après Glasgow, après la COP26, comment est-ce que vous vous portez? Êtes-vous optimiste après la COP26? Et pour tous ceux qui veulent poster leur réaction dans le chat, vous pouvez le faire. Mais c'est juste une manière pour vous un moment de réflexion, en fait, de vous poser la question, est-ce que la COP26 en réalité a été un succès ou un échec, en tout cas pour vous? Mais est-ce que vous restez optimiste ou pas après cet événement majeur global? Pour moi, personnellement, je pense que je suis un peu, en quelque sorte, optimiste. Euh, donc, je vais passer comme ça. La première phase de cette présentation qui est surtout portée sur les majeurs engagements euh, qui ont été pris à la COP 26, surtout les engagements volontaires. Parce qu'en réalité, la COP 26, selon les analyses de plusieurs personnes avec qui j'en ai discuté, et la COP 26 a laissé plusieurs personnes avec des sentiments mélangés. Et je tiens à préciser que la COP, je n'y étais pas personnellement à Glasgow, mais j'ai suivi à distance et je partage comme ça ce bilan avec vous à travers la bienveillance de Cathy Orlando qui était présente et qui a partagé ses impressions et ses sentiments avec moi. Et donc, ça, c'est un moyen pour moi de aussi vous donner une vision globale des événements, des développements à Glasgow. Et donc, en ce qui concerne les engagements volontaires majeurs à la COP26, il est important de savoir que le Powering Past Coal Alliance, qui est une alliance qui est censée euh, promouvoir la non-utilisation du charbon. Et il est important de noter que 48 pays aujourd'hui font partie de cette alliance. Notamment, on constate que les États-Unis, la Chine et l'Inde, qui sont des importants utilisateurs de coal, de charbon, au monde, ne sont pas dans cette alliance-là. Mais on peut rester optimiste parce que le nombre de pays est en croissance. Et donc, Regen 10, c'est un projet d'agriculture régénératif. Et on constate aussi pendant la COP26 qu'il y a plus de 500 millions d'agriculteurs qui se sont engagés dans cette initiative de Regen 10 pour l'agriculture régénérative qui est censée être durable et protecteur de notre planète en quelque sorte. Le projet Aim4C, qui est Aim4Climate, a désormais 30 pays qui vont employer à accélérer l'agriculture durable et il y a plus de 4 milliards de dollars de nouveaux financements pour supporter ce projet de Aim4C. Et non seulement ça, il y a aussi un engagement important de leur émission de méthane de plus de 30% avant l'année 2030. C'est une ambition un peu optimiste, mais faisable si tout le monde tient à la promesse. Et aussi, il y a aussi la fin de la déforestation, qui est aussi un engagement pris par beaucoup de parties, notamment 100 pays à Glasgow, pour protéger 91% des forêts avec un budget de 19,2 milliards de dollars de financement pour accompagner ce projet-là. Et notamment, le Brésil en fait partie de ces 100 pays-là. Il est important de noter que le Brésil comporte la plus grande partie de la forêt Amazonie. Donc, il est important de constater que le Brésil est effectivement dans ce projet de fonds de déforestation. Ainsi, il y a aussi le transport zéro émission où les pays à la COP26 ont
pensé qu'il est important de vraiment mettre en évidence le transport euh, qui à bas, sinon zéro émission. Et donc, plus de 100 nations, villes et États et entreprises ont rejoint le mouvement. Donc, il est important de savoir que plusieurs pays et entreprises dans le monde entier tiennent vraiment à faire cette transition vers le net zéro, en fait. Et la déclaration d'expédition de Clyde Bank, c'est une forme d'engagement qui vise à accéder à des routes maritimes euh, pour continuer à garder cet objectif de net zéro émission. Et notamment, nous avons 19 pays qui ont rejoint aussi cette formulation-là. L'initiative volontaire pour l'intégralité des marchés du carbone est en fait une initiative, en fait, comme le nom le dit, qui tient à garantir des compensations du carbone par des actions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et non seulement ça, mais aussi aider les pays en développement à accéder à des financements climatiques générés par le marché directement. Il est donc important, puisque nous parlons des revenus climatiques, que pendant la taxation du carbone, qui est aussi une sorte de suivi où les revenus sont redistribués équitablement aux communautés. Donc, en fait, cette initiative volontaire d'intégralité est un direct alignement avec la vision de CCL. Et donc, elle ne sert pas seulement à réduire les émissions, mais aussi à aider les pays en développement à accéder au financement climatique généré par le marché directement. L'Alliance financière de Glasgow pour un net zéro a voté un budget de 130 000 milliards de dollars pour le projet, pour le pacte de net zéro pour Glasgow. Mais c'est important aussi de savoir que le revenu climatique, pour la première fois dans une COP a été dans la discussion, en fait, surtout la discussion de haut niveau, en fait. Et pour mettre tout ça en perspective, il y a la réunion de haut niveau en fait, elle n'a jamais été organisée. Donc, on constate par exemple que le Premier ministre canadien Justin Trudeau, il était Mark Carney, qui est l'ancien directeur de la Banque d'Angleterre, et Ngozi Okonjo-Iweala, qui est le directeur général de la Chambre de commerce mondiale. Et donc, c'est donc pour dire que les revenus climatiques prennent déjà de l'ampleur et ça a de l'engouement s'il y a des leaders. Ursula von der Leyen, par exemple, qui est la présidente de la Commission européenne. Et donc, c'est important que les nations européennes et mondiales reconnaissent la valeur des revenus climatiques et en discutent pendant les réunions comme la COP. Et ce n'était pas seulement les revenus climatiques qui ont été au sujet de leurs discussions. Par exemple, il y avait des ajustements carbone à la frontière qui est aussi important dans la formulation de CCI. C'est-à-dire comment est-ce que les émissions carbone se traduisent dans les marchandises qui ont été produites dans les pays où il n'y a pas de taxe carbone, etc. Et l'utilisation du commerce comme un moyen d'exécution et effectuer des prix planchers, par exemple. Et même aussi, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il y a des droits de tirage spéciaux de la FMI qui vont étendre considérablement les financements climatiques, donc pour vraiment accompagner des projets. C'est vraiment intéressant que dans les hautes conversations, au dialogue de la COP, nous constatons que les revenus climatiques prennent déjà de l'ampleur. Et donc, si on continue à démystifier ces développements à la COP26, nous constatons qu'il y a il y a des pays avec plus de 75% du commerce mondial pour développer des matières premières vertes. Donc, il y a cette transition-là d'énergie sale et non durable à des énergies vertes et renouvelables. Donc, 75% du commerce mondial vont aller dans le développement des matières premières vertes. Donc, c'est intéressant aussi. Et en termes de nature, personne et planète, les banques multilatérales de développement favoriseront désormais les politiques et les investissements favorables à la nature, qui est aussi très important, puisqu'il ne s'agit pas seulement des personnes qui sont affectées par le changement climatique, mais aussi de la planète qui en souffre énormément. Le traité de non-prolifération des combustibles fossiles, comme le nom le dit, c'est juste un traité qui tient à vraiment désengager la prolifération des combustibles fossiles. Et donc, CCI, par exemple, fait partie de ces organisations-là qui ont cette même vision-là. Et nous constatons, par exemple, après COP26, que ce traité-là grandit en croissance aussi.
qui est intéressant aussi à noter, c'est le fait que la Chine et les États-Unis, surprenant que ça ne soit, travaillent ensemble désormais euh, sur le plan climatique. Il y a aussi l'alliance au-delà du pétrole et du gaz qui tient aussi, comme le nom l'indique, à faire cette transition vers le renouvelable et les non fossiles, notamment le pétrole et le gaz. Le pacte de Glasgow, pour la première fois, a, a mentionné le mot F. Et quand je dis le mot F, je parle du mot fossile dans leur discours, dans leur formulation, autant pour moi. Et donc, c'est important de savoir que les mots comme fossile et peut-être plus tard revenu climatique vont bientôt seront bientôt mis en évidence un peu plus dans ces réunions de COP dans le futur, probablement. Et ce qui m'a vraiment intéressé, puisque j'ai suivi ce discours très important, rapprochement, c'est le discours de la première ministre du Barbados, Mia Mottley, qui a demandé avec vraiment un audace et vraiment que des assouplissements quantitatifs soient mis en évidence pour aider les pays du tiers-monde, notamment le Barbados, des Caraïbes, du Pacifique, etc., et en Afrique, pour qu'ils puissent au moins avoir des moyens de s'adapter aux impacts de la crise climatique que le monde entier en souffre. Mais c'est important parce que quand on regarde les impacts de la crise climatique dans le monde, les pays européens, par exemple, ou de l'Amérique du Nord, n'en souffrent pas vraiment. Mais pourtant, quand tu regardes les pays du Caraïbe, du Pacifique, d'Amérique latine ou de l'Afrique, on constate vraiment que l'impact est vraiment c'est significant, important, autant pour moi. Le programme de santé voté à la COP26, nous avons 50 pays, par exemple, qui se sont engagés à développer des systèmes de santé résilients au changement climatique et sobres en carbone. Parce que 4% des émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui dans le monde viennent de systèmes de santé. Donc, de voir 50 pays qui sont engagés dans ce développement de systèmes résilients de santé et sobre en carbone est vraiment intéressant pour l'avenir. Il y a aussi désormais des ministres des Finances pour le climat dans plus de 60 pays. Le DREAMS, c'est un modèle de recherche. DREAMS, c'est un modèle de recherche développé au Danemark, par exemple, qui aide les économies ou des pays, tant pour moi, à sortir des combustibles fossiles. Donc, on constate en fait qu'à cette COP26, là, il y avait plusieurs éléments qui sont mis en cours et à bonne raison, qui sont mis en évidence pour vraiment apporter des solutions adéquates et adaptées à la crise climatique. Dans le DREAMS Modeling System qui est d'origine danoise et l'un de ces systèmes de recherche là, qui permet aussi à voir les impacts des combustibles fossiles, à les apprécier, mais aussi à considérer des autres solutions, en quelque sorte. Et si je prenais juste quelques secondes pour apprécier, pour poser une deuxième question après le premier sondage, c'est quel espoir avons-nous après avoir vécu la COP26? Et non, est-ce que nous gardons vraiment, est-ce que nous restons vraiment optimistes? Quel espoir vraiment avons-nous présentement après avoir écouté tout ce que j'ai mentionné? Je pense, comme je dis au départ, je pense qu'il y a moyen de garder il y a moyen de... Mais il est important de savoir aussi que nous sommes toujours dans une urgence climatique aggravée par un problème d'inégalité des revenus. Et ça, c'est une ça, c'est une des thématiques importantes que CCI a mis en évidence parce que quand nous regardons la crise climatique, les plus impactés sont les plus vulnérables, les pays du tiers-monde, qui, par contre, ne contribuent pas tellement à l'impact global des émissions à gaz à effet de serre. Donc, mais en réalité, l'objectif de 1,5 degré Celsius est sur assistance respiratoire. Donc, c'est une manière un peu métaphorique de dire qu'il faudrait vraiment, il y a une urgence en fait, il faudrait vraiment que les pays s'emploient pour vraiment mettre
changer la pendule et vraiment opter à des stratégies pour vraiment changer cette trajectoire sur laquelle nous sommes. Parce que l'objectif de 1,5 degré, c'est un objectif ambitieux, mais il faudra commencer très tôt. Sinon, cette ambition ou cet objectif-là vraiment ne tiendra pas son but. Puisque ça, c'était le but de l'accord de Paris, en fait. Et dans le commerce aussi, est au cœur de la tarification du carbone, c'est-à-dire des échanges sur le marché devraient vraiment dicter ces mouvements, surtout au niveau des solutions aussi. Aujourd'hui, on parle de la tarification du carbone, on parle des revenus climatiques. Donc, les échanges entre les pays, les ajustements de carbone, etc., devraient vraiment être au centre de la tarification du carbone. Mais aussi, il y a un autre problème qui aggrave la situation d'inégalité des revenus, c'est la fragmentation des politiques de tarification carbone à l'échelle mondiale. Puisque ça entrave en fait le processus, puisqu'on voit dans les différents pays les différentes formulations. Et si je prends l'exemple, par exemple, des CDN, les pays sont appelés à envoyer les CDN, leurs contributions déterminées sur le plan national, mais on trouve qu'il y a toujours des défaillances dans ces différentes politiques de tarification du carbone. Par exemple, au Canada, par exemple, il y a une formule de revenu climatique où la taxe carbone n'est pas seulement collectée, mais elle est redistribuée. Dans d'autres pays, comme le Nigeria, par exemple, il y a la taxe carbone, mais qui n'est pas nécessairement redistribuée, enfin, qui n'est pas redistribuée aux personnes, mais qui est mise à des fins d'énergie renouvelable, des infrastructures renouvelables, par exemple, et des énergies durables. Donc, en réalité, la fragmentation de ces politiques de tarification carbone à l'échelle mondiale vraiment entrave le processus d'inégalité des revenus. Donc, en réalité, je pense qu'après la COP26, il y a moyen de trouver un consensus global, mondial, où des pays vont adapter une formulation qui sera pas nécessairement la même, mais qui sera à mesure d'apporter une sorte de changement qui va aider tout le monde. Nous avons aussi besoin d'un courage politique ou même aussi d'une volonté politique. Et nous devons élever les conversations très haut. Quand nous voyons des pays aujourd'hui, surtout en Afrique, où la conversation au niveau de la tarification du carbone ou des revenus climatiques sont difficiles à avoir, nous constatons vraiment que la volonté politique ou le courage politique, il n'y est pas. Donc, c'est donc une opportunité pour nous, bénévoles, de vraiment continuer à mettre du travail dans le plaidoyer et dans plusieurs événements pour vraiment élever cette conversation-là, pour que plus de personnes, surtout au niveau politique, prennent cette conversation à cœur et y travaillent, bien sûr. Et nous pouvons réduire les gaz à effet de serre et les inégalités des revenus en même temps. En effet, cette étude a été publiée il y a cela presque une semaine dans la presse Nature. Et en réalité, elle parle de protéger les pauvres avec une taxe carbone et une dividende égale par habitant. Et en réalité, cette étude montre que si tous les pays adoptent une taxe carbone mondiale uniforme nécessaire, puis reversent tous les revenus à leurs citoyens sur une base égale par habitant, il sera possible d'atteindre l'objectif de 2 degrés Celsius tout en augmentant le bien-être et en réduisant les inégalités et réduisant aussi la pauvreté. Donc, c'est vraiment intéressant de voir que non seulement cette étude montre que la taxe carbone mondiale uniforme peut vraiment non seulement réduire les émissions, mais aussi nous aider à atteindre un 2 degrés, mais aussi vraiment réduire les inégalités et réduire aussi la pauvreté. Et les résultats de cette étude indiquent qu'il est possible pour la société de mettre en œuvre une action climatique forte sans compromettre les objectifs d'équité et de développement. Donc, c'est vraiment intéressant aussi. Et oui, les revenus climatiques sont en alignement avec les ODD, les objectifs de développement durable des Nations Unies. Et donc, la politique de revenus climatiques a un impact positif sur les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies. Quand on parlait par exemple de l'étude de tout à l'heure, si on regarde le deuxième objectif qui est de lutte contre la faim ou de la pauvreté, nous constatons que vraiment, si la première et le deuxième, dans l'équation de pauvreté et la lutte contre la faim, cette étude-là montre clairement que l'éradication de la pauvreté et la lutte contre la faim pourront être atteints si les nations vraiment se mettent ensemble pour avoir un modèle une loi, pas une loi, un plan d'action sur le climat qui est vraiment uniforme et adéquat.
Et donc, si on se projette sur l'année 2022, qui est l'année prochaine, nous constatons qu'il y aura plusieurs activités, en tout cas pour CCL, mais non, pour CCI, mais non seulement CCI, mais aussi dans le plan global quand il s'agit de la thématique climatique, la thématique climatique en fait. Et donc en janvier, par exemple, il y a les groupes de CCI qui vont dresser leur plan d'action pour l'année, bien sûr. Il y aura aussi en avril la réunion de printemps de la Banque mondiale et de la FMI. L'assemblée au niveau de la CPLC sera en avril aussi. La troisième table ronde de haut niveau sur le bon financement alimentaire sera aussi en avril. Et aussi la journée de la Terre en général, c'est en avril, je crois que le 22 avril. Il y aura le forum des citoyens, ce jour de la Terre là. En mai, il y aura le forum sur le revenu climatique de la ICIA. La SB56 sur les négociations de la mi-année de la CCNUCC sera tenue en juin et comme de coutume, il y aura la conférence annuelle de CCL à Washington, D.C. si la situation mondiale autour de la pandémie le permet. Ça sera à Washington, D.C., mais c'est généralement en juin, dans le mois de juin. En septembre, il y aura l'Assemblée générale des Nations unies. En octobre, nous aurons les réunions de la Banque mondiale à la FMI, les réunions annuelles de la Banque mondiale à la FMI. Et aussi en octobre, il y aura la 4e table ronde de haut niveau sur le bon financement alimentaire. Et en novembre, il y aura la COP27 en Égypte, en Afrique. Je pense que c'est la première COP organisée en Afrique, si je ne me trompe pas, je peux me tromper. Donc, ça sera tenu en Sharm el-Sheikh, en Égypte. Donc, c'est ça, c'est un aperçu général global de ce que l'année 2022 promet. Et donc, ça, c'est tout pour le résumé de ce matin. Je tiens à remercier tous ceux qui sont là aussi présents pour cette réunion. Et pour vous qui visionnez cette vidéo à travers le site Internet de CCR ou sur YouTube, je tiens juste à qu'est-ce que je vais dire? Je vous implore de garder espoir et de vous dire que le fait que cette conversation autour des conversations qui vont aider à trouver des solutions pour atténuer cette crise climatique que notre monde subit pourront apporter des changements très, très bientôt. Et il faudrait continuer juste à faire de votre mieux. En fait, mettre votre pied à l'édifice vraiment pour contribuer à ce changement, en fait. Et donc, merci à vous et merci pour votre travail et bonne continuation. Et Père sur vous.